Après avoir lancé un ultimatum aux populations pour vider la bande de Gaza en raison d'une opération terrestre qui devrait être lancée, l'armée israélienne a lancé une opération terrestre finalement avec des blindés renvoyés dans la bande de Gaza, ce qui s'inscrit dans la droite ligne des hostilités avec le Hamas depuis le 7 octobre. Nous en parlons dans ce numéro de l'invité. Merci de rester fidèle donc au programme du soir sur New World et bienvenue dans l'invité. Nous en parlons avec notre invité élu Magloire Kemayo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur général de New World Economy. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlons avec vous aujourd'hui du Proche-Orient. L'armée israélienne a fait pénétrer la blindée dans la bande de Gaza. Alors, comme je le disais, l'armée israélienne a envoyé finalement ses combattants dans la bande de Gaza pour l'opération terrestre. Pourquoi avoir attendu plusieurs jours à la fin de l'ultimatum donné aux populations pour vider cette bande de Gaza avant de lancer finalement cette opération terrestre? Je crois que c'est d'abord pour respecter les principes qu'elle-même s'est fixés que l'armée israélienne a pris ce temps en estimant que l'ultimatum qui a été lancé permettait aux populations gazaouites de quitter la ville, de se désolidariser par rapport au Hamas et donc de faire que les attaques qui seraient menées soient des attaques qui permettraient d'avoir non pas une attaque entre une armée et des mouvements et une population qui serait prise en étau, mais d'avoir une attaque entre une armée et une autre et un groupe de terroristes qui serait écrasé probablement si jamais la population s'en désolidarisait. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas ce schéma-là. Ce schéma n'est pas possible parce que Gaza est aujourd'hui une enclave qui est prise entre Israël et l'Égypte, et donc les populations ne peuvent pas s'enfuir. L'Égypte n'a pas ouvert ses frontières et Israël n'a pas ouvert ses frontières non plus, et donc il n'y a pas de possibilité pour les populations civiles vivant dans la bande de Gaza de fuir et de se désolidariser par rapport au Hamas dans ce contexte. Eh bien, dans le nord, certains ont fui vers le sud de la bande de Gaza. C'est ce qu'elles essayent de faire, les populations. Mais vous savez, même quand on a prévenu les populations, beaucoup d'entre elles n'ont pas où aller. C'est un petit territoire. C'est l'une des densités les plus fortes que nous avons sur la planète Terre, où vivent plus de 2 millions de personnes sur une bande qui fait moins de 41 kilomètres carrés. Et donc c'est très peu. Même quand vous fuyez, vous restez encore à portée de tir de l'armée israélienne et à portée encore des terroristes du Hamas. Vous avez beau partager leurs idées ou pas, vous vous retrouvez en train de payer le prix de la répression de l'armée israélienne. Vous parlez justement de ces terroristes de Hamas. La définition, l'appellation terroriste a longtemps semé la division. Selon les blocs, le Hamas qui a lancé une offensive contre Israël depuis le 7 octobre. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette situation entre le Hamas et Israël? Aujourd'hui, nous sommes à près de 3 semaines après ces initiatives qui n'avaient pas été prévues. L'Égypte a dit qu'elle avait prévenu Israël de l'attaque qui était imminente. Il n'y a pas eu de réaction de la part d'Israël. Certains ont estimé que c'était strictement tactique de la part d'Israël, que cela lui permettait d'avoir une réaction beaucoup plus forte et beaucoup plus virulente pour détruire le Hamas, dont il n'y avait pour le moment pas d'éléments pour l'attaquer, et que c'était donc quelque part une volonté tactique pour Israël de laisser d'abord l'action se faire et ensuite d'avoir des arguments sur le plan diplomatique et militaire de pouvoir attaquer sur le territoire gazaoui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? J'ai pas d'éléments pour en juger. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le Hamas, tel qu'il existe aujourd'hui, de la part de certains diplomates israéliens, est une création d'Israël. Et l'on peut considérer que le monstre qui a été fabriqué par une partie des autorités israéliennes a dépassé le contrôle de son créateur et est devenu aujourd'hui une menace pour la paix et la sécurité dans cette région du monde.
Alors, vous disiez tout à l'heure qu'on avait laissé ce temps aux populations de la bande de Gaza pour se désolidariser d'une certaine manière du Hamas. Est-il possible aujourd'hui de se désolidariser du Hamas, du moins pour les Palestiniens, dans un moment où l'autorité palestinienne est presque muette ou inexistante dans cette affaire? On ne sent pas vraiment une autorité palestinienne réagir dans ces combats. Est-ce qu'il est possible pour la population de se désolidariser du Hamas? Que représente finalement le Hamas pour la Palestine? Pour la Palestine, on avait le Fatah qui était l'autorité, qui était le Mhm. représentant de l'autorité vis-à-vis de l'Organisation pour la libération de la Palestine, l'OLP, Oui, et le Hamas venait en quelque sorte être le concurrent de cette oui. organisation, et donc il contribuait en quelque sorte à affaiblir l'OLP et son autorité militaire dans les territoires palestiniens. C'était de bonne guerre pour les Israéliens parce qu'on ne pouvait pas laisser l'OLP diriger complètement toute la zone sans avoir une autorité qui viendrait lui mordiller le talon, comme on dit souvent en matière de stratégie. Et donc, malheureusement, ce Hamas-là qui a été créé pour affaiblir l'OLP n'a pas aidé à la réconciliation et à la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous retrouvons dans un schéma militaire et diplomatique qui est très compliqué à gérer parce que d'un côté, ceux qui auraient pu négocier la paix côté palestinien ne sont pas en position de le faire. Et ceux qui aujourd'hui représentent la menace terroriste n'ont pas ne sont pas dans une disposition qui permet de négocier la paix avec Israël. Et c'est le même Israël qui veut la paix, qui est incapable aujourd'hui de réduire le Hamas qu'il a créé à sa plus simple expression et encore moins à l'amener autour d'une table pour négocier la paix. Et donc on se retrouve dans un piège où les principales victimes sont les populations. On parle de plus de 8000 morts selon le décompte des autorités palestiniennes et parmi ces 8000 morts, la moitié ce sont des enfants. C'est ça qui est préoccupant dans la situation actuelle. Alors, que dire justement du sort de ces enfants? Parce que le nombre des enfants tués en 3 semaines de combat a dépassé le nombre total d'enfants tués par an dans les zones de conflit, selon Save the Children. Oui, c'est vraiment ça qui préoccupe. Et quand on entend le secrétaire général de l'ONU qui s'exprime presque en étant dépourvu d'arguments pour préserver la paix, on se dit à quoi sert l'ONU aujourd'hui si l'on est incapable de faire respecter les résolutions qui ont été votées et surtout si de part et d'autre, Israël a ses partisans. La Palestine a ses partisans, notamment les États-Unis et la Russie, et que le droit de veto des uns et des autres est capable de bloquer toute résolution vis-à-vis de cette situation. On a l'impression que l'on va droit vers une situation d'extrapolation de la guerre qui fera que non seulement dans le Proche-Orient, on ne pourra pas avoir la paix, mais on va plus vers une situation d'intensification de cette guerre qui débouchera peut-être sur quelque chose de pire que ce que nous avons connu jusqu'à présent depuis 1948, qui équivaut à la création de l'État d'Israël, où on devait avoir deux États, l'État palestinien et l'État L'État israélien. israélien, et où seul l'État israélien pour le moment existe, et que l'État palestinien probablement ne verra jamais le jour. Mhm. Alors, que recherche exactement Israël en allant dans la bande de Gaza? On sait qu'il y avait déjà une réaction aux attaques du Hamas, alors que continue par chercher Israël en allant dans la bande de Gaza C'est avec cette qu'aujourd'hui, opération terrestre. l'opération terrestre vise d'abord à, d'une part, pacifier la situation pour les colons israéliens parce que la colonisation se poursuit malgré tout ce que l'on peut entendre de la part des autorités israéliennes et c'est dans ces territoires-là qui ont été conquis après la délimitation des frontières et la guerre de 7 jours, c'est dans ces territoires-là qu'a aujourd'hui lieu la guerre. Et il y a beaucoup de personnes qui sont rapatriées et qui sont intégrées à Israël, venant notamment d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, qui ont besoin d'espace vital pour vivre. Et donc cet espace-là, on ne peut le créer qu'en le prenant aux Palestiniens. Et donc malheureusement, ces colons ont besoin de la protection de l'État. L'extrême droite israélienne, qui aujourd'hui a réussi à s'installer dans le gouvernement et avoir une marge de manœuvre vis-à-vis de Benjamin Netanyahou, cette extrême droite-là ne peut que prôner une expansion de la colonisation et donc
exacerbé également du côté palestinien la volonté de protéger les territoires qui sont déjà très peu, avec une population très importante. Et donc, je ne sais pas comment on arrivera à résoudre le problème si, comme je le rappelais, les Nations Unies sont incapables, à cause du droit de veto que peuvent émettre les Américains ou que peuvent émettre les partenaires des Palestiniens, notamment la Russie, sont capables de bloquer toute résolution capable, susceptible de permettre une sortie par la diplomatie dans cette crise. Puisque vous parlez de ces résolutions souvent bloquées au Conseil des Nations, au Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'est-ce qui explique souvent que de toutes les résolutions qui sont passées sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies, du moins depuis le déclenchement de cette nouvelle phase dans la guerre, 4 résolutions ont été rejetées par le Conseil de sécurité. Qu'est-ce qui explique le rejet systématique des résolutions soumises par l'une ou l'autre des deux parties? D'abord, vous avez le fait que les États-Unis se sont impliqués très fortement du côté d'Israël pendant la guerre froide parce que c'était le seul État dans cette partie du monde qui pouvait défendre l'OTAN vis-à-vis du communisme et du pacte de Varsovie qui prospérait énormément du côté des États arabes. Et donc Israël étant devenu une cause nationale et internationale pour les États-Unis ont pris fait et cause pour Israël. Et aujourd'hui, on a, avec la situation en Ukraine, la Russie qui estime que on a un deux poids deux mesures. Ce qui est condamné en Ukraine vis-à-vis de l'invasion russe, c'est exactement la même chose qui se passe en Palestine avec l'invasion d'Israël, pardon. Et donc, si on condamne l'invasion russe en Ukraine, on devrait condamner de la même façon l'invasion d'Israël vis-à-vis des territoires occupés en Palestine. Et donc, si on est arrivé à avoir une attaque forte vis-à-vis de la Russie et que des sanctions très dures ont été adoptées, le panier de sanctions qui a été adopté vis-à-vis de la Russie a été adopté et renouvelé à plusieurs reprises, mais on n'a rien de tel qui a été adopté vis-à-vis d'Israël. D'ailleurs, les résolutions qui ont jusqu'à présent pu être adoptées, même de façon non contraignante, n'ont jamais été respectées de la part d'Israël. Et donc, au regard de cela, la Russie fait jouer son droit de veto pour empêcher que des résolutions soient prises vis-à-vis de la Palestine et vis-à-vis surtout des autorités gazaouis et du Hamas. Et de son côté, les États-Unis font exactement la même chose pour empêcher que des résolutions soient prises contre l'État d'Israël. Donc on est dans une situation inextricable de la part des différentes parties prenantes et vis-à-vis surtout du droit de veto qui aujourd'hui devient un élément de non-prise de décision dans ce conflit. Or, on a 8000 morts d'un côté et de l'autre, près de 2000 morts côté israélien et surtout un gouvernement israélien qui estime que le cessez-le-feu n'est pas une option et Israël est soutenu dans cette prise de position par les États-Unis qui estiment que le cessez-le-feu profiterait au Hamas et donc ne serait une bonne solution pour personne excepté pour le Hamas. Alors, à qui profite cette situation de division au Conseil de sécurité de l'ONU? À la guerre. Ça ne profite à personne d'autre. Ce qui serait bien, ce serait que l'on ait une situation de paix, une situation dans laquelle les parties prenantes se retrouvent autour d'une table pour négocier une paix et une réconciliation qui permettrait que l'on ait non seulement Jérusalem qui soit une capitale partagée, mais également qu'il y ait deux États qui cohabitent, l'État d'Israël et l'État palestinien. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, il n'y a que la guerre qui profite il n'y a qu'à la guerre que profite cette situation de blocage que l'on constate au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, Israël, dans cette situation, risque pour peut-être de voir une situation se généraliser avec le soutien de certains mouvements au Hamas. Israël a annoncé avoir fait des frappes aériennes au Liban Oui. sur le Hezbollah libanais. Est-ce qu'on ne risque pas aujourd'hui de voir un élargissement du conflit à d'autres pays? Ah, ça, très clairement, nous y allons allègrement parce que l'Iran a menacé d'intervenir et l'Iran, il y a longtemps,
qu'il s'est juré de rayer Israël de la carte du monde. Et donc, si l'Iran a pris cette résolution et que Israël, de son côté, commence à attaquer le Hezbollah au Liban, il n'est pas exclu aujourd'hui que cette guerre qui a commencé à Gaza se poursuive au Liban et connaisse un embrasement général au niveau du Proche-Orient avec l'implication d'autres acteurs arabes et d'autres acteurs comme la Russie, qui pourrait les soutenir également dans cette lutte contre l'État d'Israël. De quel soutien bénéficient les deux camps? Des soutiens militaires d'abord, des soutiens en termes de ravitaillement. L'entrée même de l'aide humanitaire est très compromise parce que pour entrer, il n'y a que deux passages qui sont possibles, c'est l'Égypte et Israël. Et Israël filtre énormément, ce qui empêche que le tonnage qui aurait pu permettre d'apporter une aide substantielle aux Palestiniens entre dans le territoire, et ce qui empêche également que les réfugiés qui pourraient quitter Gaza pour aller se réfugier dans d'autres pays puissent sortir aussi librement qu'ils le souhaiteraient. Donc on est vraiment dans un cas de figure où, sur le plan humanitaire, c'est un désastre annoncé qui est en train de prendre forme sous nos yeux. Pourquoi la solution à deux États proposée par les Nations Unies depuis lors n'a toujours pas marché et que c'est Israël seul qui est constitué comme État? C'est que pour le moment, on a l'impression que si on permettait la création d'un État palestinien et la reconstitution d'un État qui répondrait au schéma de 1948 qui avait été proposé et qui permettrait d'avoir la paix entre les deux pays, cela renforcerait les adversaires d'Israël. Et renforcer les adversaires d'Israël sans protéger Israël dans ses frontières, et notamment par rapport à Jérusalem, qui est quand même une des pommes de discorde également, serait quelque chose d'inenvisageable pour les États-Unis. Et donc, c'est pour cette raison que nous sommes encore aujourd'hui, plus de 60 ans après la création de l'État d'Israël, dans une situation où seul l'État d'Israël existe et que l'État palestinien n'existe toujours pas. Dans les réactions à l'international par rapport à ce conflit, on voit des positions divergentes selon les pays. Est-on plutôt dans une guerre conventionnelle, une guerre idéologique, peut-être une guerre pour un espace vital ou plutôt une guerre de religion? Non, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une guerre de religion. Très clairement, non. Je ne crois pas que c'est au nom de la religion que les gens se battent. Les gens se battent par rapport à un espace vital. Aujourd'hui, par rapport à la frontière de 1948 qui avait été convenue par les Nations Unies, il y a eu une guerre qui a permis à Israël d'élargir son territoire. Une partie du territoire, plutôt que de revenir à la Palestine, est revenue d'abord à l'Égypte et ensuite à la Jordanie. Et les réfugiés palestiniens qui sont partis de leur pays en raison de cette guerre-là ne sont jamais revenus. Et la base libanaise qui aujourd'hui est soutenue par le Hezbollah est l'une des bases les plus importantes aujourd'hui en termes d'accueil de réfugiés palestiniens. L'Égypte en accueille une partie et on ne peut pas rester dans cette situation de statu quo où on estime que l'on a le seul État d'Israël qui existe et que si jamais on crée l'État de Palestine ou qu'on renforce la Palestine dans ses frontières, ce sera au détriment de la paix. Je crois qu'il faut aujourd'hui que les Nations Unies qui ont été créées pour préserver la paix dans le monde prennent leurs responsabilités et fassent que les deux États puissent cohabiter et que la région soit aujourd'hui non seulement vivable pour les musulmans, mais aussi pour les chrétiens et pour les Hébreux. Alors, les Nations Unies ont-elles encore la force aujourd'hui de pouvoir faire régner l'ordre dans cette partie du monde? Quand on voit ce que les Nations Unies ont fait depuis 1948, je pense que malheureusement, les Nations Unies sont disqualifiées pour trouver une solution à la paix dans cette région. Et d'où viendra donc la solution? Elle viendra peut-être de la capacité pour les uns et les autres, aussi bien dans les pays arabes qu'en Israël, et surtout au niveau des États-Unis, de trouver suffisamment d'arguments pour que la paix puisse triompher malgré toutes ces années de division et de guerre qu'il y a eu entre les Arabes et les Juifs. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui contraindre à Israël à arrêter cette guerre avec le Hamas ou contraindre le Hamas à arrêter la guerre avec Israël?
Je crois qu'uniquement les pertes humaines. Si on pouvait aujourd'hui estimer que le sang versé n'en vaut pas la peine et qu'il faudrait peut-être probablement revenir à une situation où la paix l'emporterait sur le reste, peut-être qu'à la fois Israéliens et Palestiniens, voire Arabes de façon générale, trouveraient le chemin du dialogue et de la paix pour restaurer la confiance entre les deux peuples. Avec cette opération terrestre lancée par Israël, à quoi doit-on s'attendre dans les jours à venir? Probablement à beaucoup plus de pertes en vies humaines, probablement à davantage de massacres et probablement à une plus grande solidarité et de l'Iran et de tous les pays qui estiment que la Palestine a droit à une entité en tant qu'État, notamment sur ce territoire qu'il devrait partager avec Israël. Avec cette implication de la Palestine, du Liban et d'autres pays, de l'Iran plutôt, et d'autres pays, est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver à mettre en œuvre cette solution à deux États? Une solution à deux États est très compliquée. Je ne me fais aucune illusion là-dessus, mais quand on voit que la France également essaie de faire entendre sa voix, que l'Égypte, qui au début voulait juste une étanchéité de sa frontière vis-à-vis de Gaza et les États-Unis essaient de trouver une solution, on peut espérer que dans les prochaines semaines, voire dans les prochaines années, on en arrive à une solution à deux États, mais très sincèrement, avec la situation politique en Israël, où Benjamin Netanyahou et l'extrême droite israélienne sont au pouvoir, je pense que cet espoir est très faible et qu'il est très fragile vis-à-vis d'un espoir de paix, vis-à-vis d'une solution de sortie par le haut qui permettrait l'existence de deux États israéliens et palestiniens en l'occurrence. Que dire alors de la situation actuelle en Israël? La situation en Israël est très compliquée parce que dans une situation de guerre, comme c'est le cas aujourd'hui, la place est davantage faite au patriotisme plutôt qu'au dialogue. Et je ne sais pas si, malgré les voix que l'on entend, qui sont parfois dissonantes par rapport au climat va-t-en-guerre que l'on a au niveau du gouvernement, je ne sais pas si cela est propice à entendre les voix qui prônent le dialogue et qui prônent la possibilité de créer un État palestinien pour donner davantage d'espace et de chance à la paix. Les premiers ministres qui s'y sont essayés et qui ont failli trouver une solution, notamment lors des accords d'Oslo ou des accords de Camp David, je ne sais pas si ces solutions-là aujourd'hui peuvent encore être envisagées, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes dans une situation où la paix a très peu de chances pour le moment de triompher. Risque-t-on aujourd'hui de voir d'autres puissances entrer en guerre en Israël contre le Hamas ou en Israël aux côtés de Gaza contre Israël? Je ne sais pas s'il y aura de nouvelles puissances qui prendront le relais pour entrer dans le dialogue ou pour favoriser la guerre, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une escalade du discours favorable à la guerre, que ce soit du côté israélien ou que ce soit du côté palestinien. Malheureusement, au regard du nombre de victimes que l'on dénombre et au regard de la situation humanitaire que cela implique dans les deux camps, l'on est dans une escalade plutôt du discours haineux des deux côtés. Et quelles peuvent être les conséquences de cette escalade de discours? L'escalade conduit à une situation de riposte militaire des deux côtés et je crois que malheureusement si le Hezbollah et le Hamas arrivent à unifier leurs forces et que les parrains qu'ils soient russes ou iraniens de cette guerre et puis américains de l'autre côté continuent dans leur lancée, malheureusement, on ira vers un bilan de plus en plus lourd de la part des victimes, aussi bien israéliennes que palestiniennes. Israël avait annoncé aujourd'hui avoir bombardé le domicile de l'un des dirigeants du Hamas. Israël peut-il arriver aujourd'hui à mettre fin au Hamas? Je crains malheureusement que malgré le fait que le Hamas a été créé pour fragiliser les autorités palestiniennes, celles de l'OLP, qu'aujourd'hui cette création israélienne ait dépassé son créateur et que quels que soient les efforts qu'Israël fera, une armée aussi asymétrique, enfin armée,
un groupement aussi asymétrique que le Hamas soit très difficile à contrôler. Donc la volonté de contrôler est là, mais je ne suis pas certain que le résultat escompté est sera celui que les Israéliens espèrent à travers cette intervention à la fois aérienne et terrestre. Au moment où Israël s'est senti aujourd'hui unifié par cette attaque du Hamas et parle d'une même voix contre le Hamas, peut-on dire que la situation pourrait provoquer un rapprochement entre l'OLP et le Hamas? Non, le rapprochement entre l'OLP et le Hamas n'a jamais été à l'ordre du jour. On a d'un côté des extrémistes qui estiment qu'il est impossible de dialoguer avec Israël et on a de l'autre côté l'OLP qui a essayé pendant de nombreuses années de signer de nombreux accords de paix avec Israël et ces deux positions pour moi sont irréconciliables. C'était le vœu d'Israël. Je pense que Israël a été servi au-delà de ses espérances. Alors que sert aujourd'hui, à quoi sert aujourd'hui Gaza par rapport au reste du territoire palestinien? Je ne sais pas si ça sert à grand-chose, mais ce qui est certain, c'est que ce sont des vies humaines qui sont engagées, qu'il s'agisse de Gaza Le reste de la du Palestine. reste de la Palestine. Et il faudrait aujourd'hui que l'on en arrive à une situation où l'espace vital soit préservé, où les gens aient l'impression que quand ils sont chez eux, ils sont d'abord chez eux et que leur voisin n'est pas une menace pour eux, qu'il est un partenaire avec lequel ils peuvent dialoguer, ils peuvent échanger, ils peuvent être en désaccord, c'est normal. Israël est considéré comme une démocratie. Il faudrait que la possibilité d'un dialogue, y compris en période de désaccord, soit possible non seulement au sein de l'État d'Israël, mais entre Israël et ses voisins également. Louis Magloire Kemayo, vous êtes journaliste et directeur de New World Economy. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Un dernier mot sur le sujet? Vous savez, l'Afrique a pendant très longtemps pris part dans ce conflit lorsque les mouvements de libération étaient encore à l'ordre du jour. Il avait même accepté l'OLP comme un membre observateur au sein de l'Union africaine. Depuis, les choses ont changé et les partenariats aujourd'hui avec Israël se sont beaucoup accrus, y compris ici au Togo où Israël est un partenaire de choix. J'espère que cela ne nuira pas à la qualité des relations diplomatiques des pays africains sur la scène internationale et j'espère surtout qu'au-delà de l'Afrique, au-delà de la situation conjoncturelle que nous vivons aujourd'hui, les Nations Unies pourront retrouver et redorer leur blason en arrivant à restaurer à la fois la paix et la sécurité dans cette bande de Gaza qui est aujourd'hui meurtrie et notamment en Israël aussi où il y a des victimes parce que même si nous parlons de 8000 victimes au niveau de Gaza, il y en a aussi qui ont été victimes au niveau d'Israël et il faudrait que l'on arrive à une situation de paix où ces deux États, même s'il y en a un seul qui existe, arriveront à cohabiter normalement grâce aux règles qui ont été fixées sur la scène internationale depuis la création de l'ONU en 1948. Merci beaucoup à vous, Louis Magloire Kemayo, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur New World et c'est dans Regard croisé.